C'était il y a 30 ans, vous vous en rappelez sans doute, les Québécois venaient de justesse dire non pour une seconde fois à l'idée de faire du Québec un pays souverain. 50,58 % ont voté pour le non. 49,42 % ont voté pour le oui, donc une marge infime. Le 30 octobre 1995, les quelques 5 millions d'électeurs québécois étaient appelés à répondre à cette question. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995? Revenons un peu en arrière. Tout commence avec l'échec de l'accord du lac Meach en 1990, accord qui avait été signé en 1987, ce sont les images, mais qui n'a pas été ratifié finalement. Le Canada n'est pas arrivé à ratifier l'accord qui devait normalement reconnaître notamment le Québec comme une société distincte. C'est donc un choc politique qui mènera un an plus tard à la création du Bloc québécois en 1991, fondé par des députés québécois démissionnaires en rupture avec Ottawa, dont Lucien Bouchard. 1992, l'accord de Charlottetown, porté par le gouvernement fédéral de Brian Mulroney, donne lieu à un référendum pan-canadien. Son rejet, à 54 %, marque la dernière tentative de réforme de la Constitution et creuse encore le fossé entre le Québec et la Fédération. Et donc, en septembre 1994, le Parti québécois de Jacques Parizeau remporte les élections. C'est en septembre 1994 et tout s'accélère à partir de là. Juin 1995, le Parti québécois signe l'entente du camp du oui avec le Bloc québécois de Lucien Bouchard, avec l'Action démocratique de Mario Dumont. S'il gagne, le Québec deviendra souverain, mais seulement après avoir proposé au Canada un partenariat économique en vertu de l'entente donc de juin 1995. Plus tard, Lucien Bouchard sera nommé négociateur en chef. Il deviendra vraiment la tête d'affiche de la campagne souverainiste qui débute officiellement le 1er octobre et voit un essor fulgurant de la ferveur indépendantiste jusqu'au référendum. En réaction, le camp du non organise à Montréal un immense rassemblement, le fameux Love-In au centre-ville, 3 jours avant le vote pour soutenir l'unité canadienne. Le 30 octobre, c'est donc le vote historique et on a là un taux de participation record, 93,52 %, 4 757 000 votes. Le oui est gagnant dans 80 des 125 circonscriptions, mais perd le vote populaire. Je pense que c'est intéressant de voir le chiffre total pour vous montrer combien c'était serré. 2 308 000 pour le oui, 2 362 000 pour le non, donc une marge de seulement 54 000 voix. C'est l'équivalent de la population de Saint-Eustache, pour vous donner une petite idée. Sur la carte du Québec, la fracture est quand même nette entre le oui et le non. Le non domine dans les régions où la population anglophone, la population allophone est concentrée, à Montréal, en Outaouais, dans le nord. Le oui triomphe dans les régions rurales, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, les Laurentides, le Bas-Saint-Laurent, souvent avec des appuis de plus de 70 %. 30 ans plus tard, le second référendum reste un moment important de l'histoire du Québec. C'est vrai qu'on a été battu. Au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Alain, vous étiez où, vous, le soir du 30 octobre 1995? Attendez, j'ai pas compris votre réponse. Allez-y. Oui, j'essaie de me rappeler, mais j'étais dans un local électoral, non, pour vrai, du West Island. J'avais fait du porte-à-porte dans le West Island pendant... Je suis un gars courageux. Et puis, oui, parce qu'à l'époque, il disait, bien, chaque vote compte. Alors, moi, j'étais jeune à l'époque, j'étais fringant, fait que j'avais été dans le West Island et j'avais travaillé très fort. Et, bien, c'est ça, j'étais dans un local électoral quelconque, là, mais... Vous étiez déjà militant, donc, à l'époque. Ah oui, bien, je m'étais présenté aux élections en 94 puis en 98 pour le Parti québécois dans le West Island. J'avais aucune chance de gagner, je le savais, puis j'avais quand même fait du porte-à-porte. Non, mais j'étais un gars comme ça, j'avais fait du porte-à-porte à tous les jours, j'y croyais. Moi, l'indépendance du Québec, pour moi, c'est le rêve de ma vie, puis c'est... J'ai de la misère à en parler, puis de 30 ans, j'ai de la misère à parler de ça. Je suis même pas capable de regarder les choses encore et d'entendre les commentaires. Tu sais, quand vous m'avez dit, on va parler du 30 ans, j'ai dit, je vais avoir de la misère à en parler. Écoutez, ça fait 30 ans, je suis encore émotif de ça. On a passé proche d'avoir notre pays, un pays qui nous ressemble avec nos caractéristiques propres. Puis on a arrêté au concert des nations, puis je pense qu'on aurait fait bonne figure. Puis
Je pense que les gens auraient apprécié être dirigés par des Québécois et se faire représenter à l'étranger par des Québécois, et que les lois et les impôts auraient été votés seulement par des Québécois. Et puis, les impôts, c'est ça, auraient été gérés par des Québécois. Je pense que ça aurait été bien. Mais regarde, il y a une chose qu'il faut dire, Gérald. Oui. Il faut dire que les indépendantistes sont de grands démocrates parce que le vote a été serré et on a accepté le verdict. On s'est craché des mains, puis on a essayé de continuer, même si c'était difficile. Là, il y a un essor récent, mais quand même, c'était difficile. On a quand même travaillé fort. Et quand j'entends M. Chrétien qui... En tout cas, je l'ai entendu, là, puis qui aurait peut-être même contesté le vote. Il aurait dit, bien, écoutez, moi, j'aurais fait mon référendum, et ainsi de suite. Je trouve ça un peu frustrant. Nous, là, on l'a perdu, puis encore là, il y en a qui disent, bon, ça l'est fait voler. Je rentre même pas là-dedans. OK, je vous arrête, Alain. Je vais entendre Tacha aussi. Je sais, je m'excuse, Gérald, je m'excuse. On est trois, il n'y a pas de problème. Tacha, vous étiez où, vous, le soir du référendum? Le soir du référendum, j'étais dans un appartement à Outremont. Je me rappelle plus c'était à qui exactement. J'étais là avec, je me rappelle, c'était Charles Lanier, Marie Zervé, mon ex-conjoint, maintenant mon ex-conjoint, Angelo Nikolakakis. On avait tous œuvré dans le comité du non. Moi, j'étais la représentante des progressistes conservateurs fédérales jeunes au Québec sur ce comité-là. On avait fait la campagne ensemble. Pablo Rodriguez aussi, je pense pas qu'il était dans l'appartement, mais il faisait partie du groupe aussi. C'est là où je l'avais rencontré. On avait tous milité ensemble. Et c'était très émotif pour nous aussi, pour une raison complètement différente. Pour moi, quand Jacques Parizeau a dit « on a été battus par l'argent et les votes ethniques », on s'est regardé, je me rappelle, mon ex et moi, puis j'ai dit, ben c'est pas l'argent, nous, mais c'est les votes ethniques, nous. C'est la première fois que je me sentais vraiment pas partie de la nation québécoise. Je me sentais autre. Et après ça, on a fait des démarches, on a quitté la province, on est parti travailler à Toronto. Je me sentais plus chez moi. Honnêtement, c'est vrai que ça a été accepté par le camp du oui, qui était très démocrate, absolument, Alain a raison. Mais quand même, c'était le sentiment dans la rue, ce qui s'est passé après avec Mme Marois, tout ce sentiment que le Québec était à un point où on se trouvait pas chez nous. Depuis ce temps-là, les choses ont changé. Et depuis ce temps-là, oui, j'habite à Toronto maintenant, mais j'étais retournée au Québec après. Et maintenant, ironiquement, je me sens plus québécoise qu'ontarienne, malgré le fait que j'habite ici. Et je pense que le fait que, oui, ce déchirement s'est passé, mais que la société québécoise l'a traversé de la façon qu'elle l'a traversé, ça dit beaucoup sur le Québec et ça dit beaucoup sur l'avenir démocratique du Québec. Le fait que ça ressort aujourd'hui, j'espère que c'est pas aussi déchirant que c'était ce débat-là, mais je respecte beaucoup et je réalise que, bon, dans mon âme, c'était une période difficile à traverser, mais je suis revenue dans mon âme au Québec. Et là, nous sommes 30 ans plus tard. Je salue votre tour. Et là, on est 30 ans plus tard. La possibilité d'un référendum est de retour. Je vais vous faire entendre un extrait d'une entrevue de mon collègue Patrice Roy qui a été réalisée avec Jean Chrétien qui sera diffusée ce soir. Si le oui avait gagné, après, vous dites « je ne l'aurais pas reconnu ». Expliquez-moi ça. Vous auriez été obligé de le reconnaître. Non. Ben, non, parce que... Vous veniez de dire aux Québécois, écoutez, vous en allez si vous voulez. Il y avait 85 mots dans la question, puis qu'il allait avoir une négociation, puis qu'il allait avoir un autre référendum. L'objectif était toujours le même. Mais le lendemain, on aurait pu faire nous-mêmes un référendum. Voulez-vous vous séparer du Canada? Clair et net. Donc, 30 ans plus tard, vous continuez de dire « je n'aurais pas reconnu le résultat d'un oui comme étant... » Mais non, parce que la question vers l'indépendance. Ben oui, mais c'était pas ça la question. Donc, 30 ans plus tard, c'était pas 1995, ça vient d'être fait. Alain, il n'aurait pas reconnu. Mais non, écoutez, c'est épouvantable de dire des choses comme ça. Écoutez, il ne devait pas avoir une grosse note dans ses compréhensions de texte, là, monsieur Chrétien. Là. Vous savez, la question n'était pas si alambiquée que ça. D'abord, il n'y avait pas 80 quelques mots. Là. Moi, je pense, honnêtement, là, en tout respect pour M. Chrétien, je pense qu'il se mélange un peu avec le premier référendum. La question était plus longue, oui. Oui, puis on annonçait un deuxième référendum en 80. Fait que quand il parle de ça, je pense qu'il parle du premier... Écoutez, j'essaie de comprendre ses propos. Je pense qu'il parle du référendum de 80 parce qu'on prévoyait un second référendum, alors que ce n'était pas le cas en 95. C'est lui le premier ministre. Et donc, ce qu'il laisse entendre, c'est qu'il n'aurait pas reconnu le résultat. Écoutez, je vous l'ai dit, Gérald, je trouve ça épouvantable. Je dis, c'est la démocratie qui aurait parlé. Est-ce que...
Est-ce que le Canada, Tasha, reconnaîtrait un oui aujourd'hui avec la loi sur la clarté? Bon, ça fait un bout de temps que j'ai regardé la loi sur la clarté, mais je pense que si un oui devrait être reconnu. Et c'est pour la même raison que ça n'a pas été reconnu la dernière fois. La loi sur la clarté était mise là parce qu'on voulait encadrer un débat à l'avenir si jamais elle aurait eu lieu. Mais je pense pas que c'est dans une situation démocratique, si un peuple s'exprime, tu peux avoir toutes les lois que tu veux. Ce peuple-là va chercher à s'affirmer. Et s'il y a un 50% plus 1, oui, il y aurait des négociations sur plein de choses, dollars, monnaie, ça devient épouvantable. Et c'est là les détails qui sont le problème aussi, parce que pour une économie, c'est très difficile de traverser quelque chose comme ça. Mais les lois peuvent être là, mais à la fin de la journée, les gens vont s'affirmer. Alors moi, je suis aussi choquée par les propos de M. Chrétien, aussi parce que M. Trump, ah oui. M. Trump ne voulait pas reconnaître son élection. Qu'est-ce que c'est ça? On reconnaît ses résultats. On ne doute pas du processus comme ça. C'est très irresponsable. OK. Bon, vous entendez là-dessus, en tout cas. Merci, Tasha. Merci, Alain. On va aller retrouver l'un des acteurs de l'époque, Jean Royer, qui était chef de cabinet de Jacques Parizeau en 1995. Bonjour, M. Royer. Salut. Quels sont les premiers souvenirs qui remontent en vous quand vous pensez à cette journée du 30 octobre 1995, M. Royer? Ben, la déception de ne pas avoir gagné, ça se résume à ça. Pourquoi? Parce que pour nous, moi, je faisais partie d'une équipe, là. Et pour l'équipe, le référendum était, dans le fond, l'aboutissement d'un plan qui avait été dessiné par M. Parizeau au moment de son retour en politique. Il se disait, avec l'entente de libre-échange et avec l'accord du Lac-Meach, qui ne passera pas, c'était son pari à l'origine, et ça sera la démonstration que la dernière chance du fédéralisme a été essayée. À partir de ces deux données-là, je crois qu'il est possible d'amener les Québécois à choisir la souveraineté. Alors, faut se rappeler que le référendum a été précédé de 3 exercices démocratiques. L'élection du Bloc, le référendum de Charlottetown en 92, l'élection du Bloc en 93, notre élection en 94. Ça devait se compléter par le référendum de 95. Il y avait une séquence là, qui était prenable là, pour l'option du oui à ce moment-là. Arrive donc le résultat qui est extrêmement serré, comme on le décrivait il y a quelques instants. Les déclarations, le discours de M. Parizeau également, qui fait partie de l'histoire et qui est un moment aussi marquant de cet événement-là. Et vous avez dit dans plusieurs entrevues avoir regretté de ne pas avoir passé toute la soirée avec M. Parizeau. Vous auriez pu le convaincre de ne pas prononcer les paroles qu'il a prononcées ce soir-là sur l'argent et des votes ethniques? Bien, j'ai passé la soirée avec lui, mais le dernier moment, je ne l'ai pas passé. Alors, d'ailleurs, je vous résume ça, M. Fillon. On était dans la loge qui nous avait été affectée. On est 5 dans la loge et moi, à partir des résultats qui me sont soumis, j'ai la prétention là, de penser que j'ai 15 minutes en avance sur les réseaux. Et à partir de l'information qui m'est envoyée, le oui est en avance là, à la télévision. Et j'indique à M. Parizeau qu'il va nous en manquer. Alors, ça a été tout un changement de température dans la pièce, là. Oui, j'imagine. À ce moment-là, M. Parizeau, au début, il ne m'a pas cru. Mais au bout de 20 minutes, une demi-heure, là, les réseaux ont commencé à diffuser ce que j'avais comme information. Et quand le nom est devenu une évidence, M. Parizeau a été envahi comme d'une forme de colère, une colère dirigée contre lui, hein, en se disant « je n'ai pas réussi à convaincre ». Mais moi, je le connais bien, M. Parizeau. J'ai travaillé longtemps avec lui. Alors, j'ai eu l'impression qu'après qu'il ait exprimé cette colère-là, on lui a proposé par le talent, le génie de Jean-François Lisée, qui avait rédigé un discours dans les circonstances qui nous semblaient adéquats. M. Parizeau l'a vu, l'a lu, l'a mis dans sa poche, et à ce moment-là, la connaissance de l'homme que j'avais, j'ai pensé qu'il livrerait ce discours-là. Alors moi, je suis parti de mon côté,
quand il a quitté vers l'estrade, et j'étais dans ma voiture, et là, j'étais avec ma femme, puis quand j'ai entendu ça, j'ai dit, wow, j'aurais dû rester avec lui. J'aurais dû l'accompagner. J'aurais dû aller jusqu'à la tribune en insistant pour qu'il... Mais à la fin, c'est lui qui décide. Probablement, peut-être que ça ne va rien changer aussi, ouais. là. Mais c'est lui qui décide. Et voilà. Est-ce que, M. Royer, l'idée d'un Québec souverain a beaucoup évolué depuis 30 ans? Le contexte n'est certainement plus le même aujourd'hui. Mais est-ce que cette idée-là, ce projet-là, a beaucoup changé depuis 30 ans? Il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'à tout moment où on a fait des sondages, et moi j'ai suivi ça d'une façon presque obsessionnelle, il n'est jamais arrivé qu'il y a une majorité de Québécois qui eût souhaité la tenue d'un référendum sur la souveraineté. Les Québécois ont comme nature, ils ne sont pas très chauds quand c'est le temps de choisir. Ils aiment conserver cette espèce d'ambiguïté-là. Alors, le fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui soient tentés par la tenue d'un référendum, on avait des chiffres similaires 2-3 mois avant l'élection, mais de 95. Ça s'est quand même terminé avec 94 % des gens qui ont été votés. Absolument, c'est exceptionnel. C'est un taux record de participation. Mais vous pensez qu'aujourd'hui... Vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes toujours souverainiste, à ce que je comprenne, et vous pensez qu'aujourd'hui, le Québec serait prêt, serait capable, a plus d'outils même qu'en 95 pour faire la souveraineté? Bien, je vous dirais, moi, j'ai vécu le référendum de 80, le référendum de 95. La différence, c'est qu'il n'y a plus personne aujourd'hui, même les adversaires, qui doutent de la viabilité et d'un Québec souverain. Économiquement, M. Charest l'a reconnu. Puis tous ceux qui sont sérieux sur ces questions-là reconnaissent que le Québec serait en mesure d'assurer sa viabilité économique. La question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a davantage que d'inconvénients à faire la souveraineté? Moi, je crois que oui. Mais en 95, le contexte a changé parce qu'en 95, les États-Unis étaient pour le libre-échange, le Canada était pour le libre-échange et les souverainistes étaient des libre-échangistes. Aujourd'hui, on n'oublie pas, malgré le fait que M. Trump soit là, il y a quand même 95 % de tous les biens et services qui continuent à avoir accès au marché. Bon, ce qui est peut-être, je ne dirais pas encourageant, là, mais vous savez, M. Fillon, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, si le référendum avait lieu aujourd'hui ou dans 2 ans, là, puis on sépare la population en deux, ceux qui ont 50 ans et plus, qui ont déjà participé à l'exercice de 95, il y a une majorité de ces gens-là aujourd'hui qui sont vivants, une majorité qui ont voté oui. Il ne faut pas oublier ça. Là. 50 %, les 50 ans et plus, il y a une majorité qui ont déjà voté oui. Les 50 ans et moins, ils n'ont jamais été appelés à se prononcer sur cette question-là. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est du côté des jeunes, il semble y avoir un appétit pour ça. Bon, je pense que c'est encourageant. OK. Bon, on va se laisser sur ces paroles. Monsieur Royer, merci d'avoir témoigné en ce 30e anniversaire du référendum du 30 octobre 95. Merci et à la prochaine.